Merci beaucoup, mes amis. Je suis toujours très heureuse et très touchée de revenir à Sciences juridiques. C'est parmi mes premiers amours. Voyez-vous, j'étais parmi ceux qui ont aidé à la fondation de Sciences juridiques. En 1976, je me suis joint à la faculté et à ce moment, la faculté venait de vivre un moment assez douloureux alors qu'ils étaient mis en tutelle à cause de l'orientation du département. Parce que, comme vous savez, le département s'est toujours voué à la défense des droits des travailleurs, des droits des femmes, les droits des personnes pauvres, des collectivités, les syndicats. Et c'était une orientation qui était déclarée et affichée à partir des origines. La raison étant que ceux qui ont conçu le projet de sciences juridiques, et dont vous êtes ici toute la raison, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait à ce moment 2 autres facultés de droit à Montréal et d'autres facultés à travers la province, mais que l'accent était mis sur la formation en droit professionnel, droit des entreprises, droit des finances, et souvent, même en termes de droit de la famille, le droit n'était pas très bien pris en charge. Donc, il était nécessaire qu'il y ait une option pour tout le monde et c'était nécessaire qu'il y ait une formation pour ceux et celles qui voulaient vraiment se perfectionner et être utiles aux gens dans les collectivités et souvent les personnes, au fond, qui constituent la majorité de notre société. Je voulais aussi vous dire que, à part les souvenirs, c'est très précieux de revenir et d'être dans un milieu d'éducation, un milieu de recherche, un milieu d'apprentissage et un milieu en contact avec les étudiants. Quand j'ai entrepris d'autres carrières, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des tribunaux administratifs ou maintenant sur le banc, je peux vous avouer, ce n'a jamais été un secret. Ce qui me manquait le plus, c'était le contact avec les étudiants. Et je pense que vous aussi, vous êtes dans une relation très privilégiée parce qu'actuellement, vous avez accès immédiatement à des profs, à des mentors, à des recherches pour faire, des ressources pour faire des recherches. Et c'est vraiment un moment exceptionnel. Je veux féliciter Pro Bono UQAM et je veux aussi les remercier de m'avoir invité cet après-midi. Je m'excuse que je suis arrivée un peu à la va-vite, mais c'est la vie parfois qui intervient, n'est-ce pas, dans nos préoccupations. Mais je suis contente de participer à cette activité et de vous encourager dans cette initiative. Je vous encourage parce que, comme je dis, je connais les étudiants comme étant enthousiastes et aussi comme ayant une vision nouvelle, comme ayant des perspectives différentes qui peuvent nous faire avancer dans beaucoup des efforts, beaucoup des luttes, beaucoup des régimes que nous essayons de mettre sur place. On a besoin de votre énergie, on a besoin de votre inspiration. Et je crois que c'est dans ce mouvement collaboratif qu'on pourrait faire avancer tout ce qui nous préoccupe en commun. J'ai fait quelques notes pour ne pas trop m'égarer et pour pouvoir vous communiquer l'essentiel de ma pensée, bien que c'est une petite pensée parmi beaucoup d'autres. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'expérience. Parce que dans justement le système de recrutement, on favorise les personnes ayant certains objectifs et une expérience derrière leur objectif. Et ceci veut dire que les personnes qui viennent déjà avec une certaine volonté, mais aussi avec une expérience que j'espère que vous allez mettre en commun. Je pense que, ayant réfléchi à ces propos sur le pro bono, je me permettrai
de vous livrer certaines de mes expériences personnelles. Actuellement, je pense que, je peux dire, mon ardeur a été volée dans une certaine mesure par le juge en chef de la Cour suprême, Mme Beverly McLaughlin, qui a émis un rapport étant initiateur d'un comité d'action sur l'accès à la justice, le rapport datant du 8 octobre 2013, dans lequel elle constate que le système juridique au Canada fait cruellement défaut, ne remplit pas les besoins d'un grand nombre de personnes et que nous devons faire mieux. C'est facile pour moi de citer l'autorité, mais je crois quand même que l'approche que j'ai n'est pas nécessairement l'approche qui est toujours le plus commun et nous pouvons réfléchir à certains aspects de mon expérience. Le processus et l'engagement dans les services pro bono visent les objectifs les plus nobles de notre société. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi la carrière de droit, que ce soit comme pratiquant, comme professeur ou comme commissaire et maintenant comme juge. J'ai été plutôt instable, je dirais, au niveau de mes emplois, mais j'ai toujours conçu et j'ai toujours voulu mettre en commun les différentes expériences que j'avais acquises et c'est ceci qui m'a propulsé de l'avant. Le pro bono vous incite à partager les connaissances que vous avez, à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'informations, d'assister des bureaux d'avocats et des avocats, soit dans les grands bureaux ou les plus petits bureaux, dans la gestion des dossiers qui sont parfois complexes et parfois qui ne sont pas très rémunérateurs. Alors, comme étudiant, ce que je note avec Pro Bono, c'est que ici à l'UQAM, vous donnez ce temps volontairement, c'est-à-dire sans que ce soit reconnu au niveau des crédits horaires, etc. Ceci est une bonne formation, puisque pour comprendre ce que c'est, pour savoir vraiment quelles sont les questions qui se posent fondamentalement, il faut aller à la rencontre de beaucoup de personnes et il faut aller à la rencontre de ces questions. Ils ne se trouvent pas toujours dans les bibliothèques ou dans les lieux qui sont les plus fréquentés. Quand vous allez à la rencontre de ces questions, vous avez quand même l'encadrement des professionnels, des professeurs, ce qui peut vous permettre de pleinement bénéficier de ces expériences. J'ai quelques réserves, toujours, par rapport au pro bono. Et je pense que, pour être honnête, il faut que je partage avec vous certaines de mes réserves. Je vous ai fait part du fait que j'ai pratiqué dans un bureau qu'à un moment donné nous appelions un collectif. Nous étions plusieurs jeunes avocats et nous étions, je dirais, tous engagés dans une pratique de droit social. Le mentor de ce bureau était une personne très renommée et reconnue pour son engagement et sa défense des droits de la personne. C'était Maître Bernard Mergler. Si vous lisez, vous allez peut-être retrouver son nom. Il était le défenseur de Mme Madeleine Parent parmi d'autres et beaucoup d'avocats dans beaucoup de luttes syndicales. Il nous a formés. Je crois que dans ce bureau, nous avons fait plus de formation que de pratique. Mais ce que nous apprenions, nous essayons de le partager et d'inspirer notre travail avec ses idées et ses idéaux. La réalité de ce pratique, c'est que c'était très souvent une pratique pro bono sans le nom. C'est-à-dire,
des personnes arrivaient et dans le bureau, c'était difficile de les refuser à cause de nos engagements personnels, de sorte que même avant que l'aide juridique soit mise sur pied, nous avions des dossiers que nous devions mener et des dossiers où on voulait aussi innover, on voulait amener de nouveaux points de droit et à cause de l'importance des objectifs, évidemment, on voulait gagner. Je me dis que parfois, j'avais dans le courrier qui venait dans mon bureau plus de correspondance des associations, plus d'invitations pour des groupes que effectivement le courrier professionnel, le courrier d'affaires. Mais il fallait que je trouve le moyen, soit personnellement, de répondre aux demandes ou d'aider les associations à trouver d'autres personnes qui seraient prêtes à répondre positivement à ces demandes. Si je dis ceci, c'est parce que traditionnellement, les associations de pro bono, lorsque j'étais étudiant, étaient surtout orientées et étaient assumées par les grands bureaux qui acceptaient des mandats pour faire une contestation constitutionnelle, parfois dans des domaines assez spécifiques du droit constitutionnel, et qui pouvaient de retour espérer recevoir la réputation, la renommée, mais aussi une certaine rémunération à partir des frais judiciaires qui leur seraient remis. Alors, c'était une pratique assez spéciale. De plus, dans les grands bureaux, très souvent, les personnes qui héritaient de ces dossiers étaient au fond des avocats juniors, parfois les plus juniors, et parfois les stagiaires devaient assumer de facto une grande responsabilité pour ces dossiers. Les avocats qui, comme certains de notre bureau, faisaient simplement suffisamment pour garder le corps et l'âme ensemble, comme on dit, ne pouvaient pas se permettre toujours les grands dossiers constitutionnels, à moins qu'ils pouvaient se mettre en réseau et en collaboration avec d'autres et chercher l'assistance parfois des professeurs qui étaient prêts à nous aider. Donc, il y a à l'origine un certain biais dans le pro bono et je dois dire que personnellement, j'avais une certaine réticence en disant le pro bono, c'est pour ceux et celles qui ont déjà les moyens et qui peuvent se le permettre. Je vois maintenant qu'il y a un mouvement pour que le pro bono ou le service aux personnes au besoin sera mieux partagé entre tous les avocats de la profession, toutes les carrières juridiques. Qu'il y aura une nouvelle culture où on deviendra activement et professionnellement plus solidaire. Je crois que nous sommes à l'origine de ce moment. Je ne veux pas être naïve et je ne veux pas non plus paraître inconséquent ou inconscient, mais dans mes lectures, je me rends compte que actuellement, selon le recensement de l'Association du barreau canadien, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, en moyenne, les avocats canadiens consacrent 41 heures par année au service pro bono. C'est pas riche, mais c'est un reflet de la réalité. Et en même temps, c'est un reflet qui peut être un peu trompeur. Parce que sûrement, il y a des avocats et des bureaux qui se consacrent beaucoup d'heures, j'allais dire beaucoup d'années, oui, et beaucoup d'expertise, alors que d'autres bureaux peut-être ne peuvent pas ou ne se permettent de donner autant. Il y a cette réalité. Il y a la réalité aussi que les services pro bono ou l'association pro bono canadienne connaît aussi des difficultés financières ou des limites dans ses ressources. Il y a beaucoup de bénévolat,
Et je reconnais et je donne le mérite à cette association parce que même avec les quelques ressources qu'ils ont, ils le partagent avec des associations, comme l'Association canadienne des droits et libertés qui est logée dans le local du Pro Bono Canada. Toujours est-il que Pro Bono Canada doit s'étendre, utiliser ses moyens pour trouver des ressources additionnelles. Il y a aussi un mouvement de collaboration avec d'autres cliniques, avec d'autres secteurs spécialisés dans le droit. Toutefois, dans ces efforts de collaboration, cela peut éparpiller aussi les entrées ou les informations dont ont besoin les personnes qui recherchent l'accès à l'égalité et l'accès à la justice. Tout ceci étant, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais j'ai cru que c'était bien d'être conscient de ses limites et de voir le pro bono comme un des éléments qui peut être intégré dans une politique, dans un ensemble, dans une réforme visant un véritable accès à l'égalité. J'ai pensé que vous serez intéressés de savoir comment je suis venue à cette compréhension du besoin d'accès à l'égalité. Je dis chaque fois à l'égalité parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'égalité. Et vous allez voir dans le rapport du CBA qu'il l'intitule « Un véritable accès à l'égalité » puisqu'ils ont pris conscience du fait que souvent le besoin d'accès à la justice est plus percutante et plus élevé parmi les personnes de revenus moyens ou pauvres, parmi les pauvres. Alors, il y a une certaine corrélation souvent entre les populations qui sont plus démunies et les plus grands besoins pour l'accès à la justice. Il y a dans mon expérience un vécu qui m'a appris qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de volonté d'appartenance parmi les groupes minoritaires. Les groupes minoritaires, que ce soit fondés sur l'ethnicité, la race, parfois fondés sur le genre ou l'orientation sexuelle, parfois formés sur les habiletés qui sont différenciées. Mon expérience vient d'abord de la communauté afro-canadienne, parce que je suis née à Montréal et j'ai vécu dans une communauté à ce moment qui était très soudée. On n'était pas très nombreux. Alors, les familles se connaissaient, il y avait des grandes familles, et lorsqu'il y avait des personnes qui venaient se joindre à cette communauté, ils étaient acceptés les bras ouverts. Les femmes avaient un rôle spécial dans cette communauté. Très souvent, c'était eux qui étaient responsables pour tous les services sociaux. Et une des associations les plus anciennes à Montréal pour les femmes était l'association the Colored Women's Club of Montreal, fondée en 1902. Alors, cette association avait la particularité aussi de ne pas être un pendant de l'association masculine, mais c'était une association qui avait sa propre charte et ses propres objectifs. Donc, j'étais un peu pris sous les ailes des membres de cette association. Ils m'ont encouragé, ils m'ont accordé
les bourses qui n'étaient pas toujours élevées, mais qui étaient surtout un encouragement. J'étais aussi formée par l'association, on appelait à ce moment the Negro Citizenship Association de Montréal. J'étais à l'école secondaire et j'agissais comme leur secrétaire. Et je peux dire, et vous savez aussi, étant secrétaire, souvent c'est le travail qui nous revient et on apprend beaucoup. Donc j'ai fait ce travail-là. Et par la suite, j'étais nécessairement mis en contact avec des personnes qui, dans les années 60, militaient pour les droits de la personne. Je dis tout simplement que je suis un enfant des années 60. Ça veut dire que je suis un enfant du Civil Rights Movement, que j'ai vécu ce moment très éprouvant, mais aussi très exhilarant, puisqu'il y avait à ce moment un mouvement et une détermination. Il y avait un mouvement de masse qui réunissait toutes les personnes qui avaient une conscience que la situation ne pouvait pas demeurer telle qu'elle. C'est-à-dire, non seulement une ségrégation physique et économique au sud de la frontière, mais aussi une ségrégation fondée sur les lois, une ségrégation légale. Cette ségrégation avait évidemment ses répercussions dans les atrocités qui étaient commises au niveau de la justice et l'exécution immédiate des personnes qui ne respectaient pas les normes de la société. On les appelait les lynchings, qui sont assez graphiques et que vous pouvez revoir et revivre avec malheureusement ce qui se passe actuellement en Syrie et ailleurs avec ces exécutions médiatiques. Je ne veux pas insister là-dessus, mais j'ai su très jeune que je voulais devenir un avocat et un avocat de la défense pour défendre non seulement les personnes au sud de la frontière, mais la population qui était ici à Montréal, qui subissait aussi une discrimination systémique et parfois une discrimination directe. À ce moment, nous étions encouragés par la présence de personnes comme le Reverend Martin Luther King, qui venait à Montréal pour la sensibilisation des personnes, mais aussi pour faire la collecte de sommes bien concrètes. Il y avait aussi des personnes comme Reverend Tutu, qui était une personne qui appuyait évidemment Nelson Mandela, qui était à ce moment en prison. Mais il y avait aussi le mouvement de décolonisation à travers le monde. À partir de 1954, Dien Bien Phu, et puis Guyana, le pays de mes parents, en 1957, et massivement à travers le continent asiatique et africain dans les années 1960, et je peux dire que j'ai vécu cela. Donc, tout ceci, je veux communiquer avec vous l'importance d'être ancré dans votre société, votre collectivité, d'être en unité, en collaboration, en action avec des personnes qui partagent vos idéaux. Mais aussi d'être reconnaissant par rapport à ce que nous avons appris de leurs expériences et des efforts et des sacrifices qu'ils ont faits pour nous former. Après que j'avais obtenu mon bac à l'Université de Montréal, avec certains de vos professeurs, ou anciens professeurs, René Laperrière, Georges Nobel, plusieurs, parce que c'était l'université francophone pour le droit à ce moment, j'ai pu aller en Europe et j'ai décidé d'aller à l'Université de Paris parce que je voulais poursuivre dans un contexte civiliste. J'étais intéressée par le droit administratif et j'avais compris que c'était les civilistes et surtout les Européens qui avaient un système de droit administratif qui était assez perfectionné. Donc, j'ai continué. Mais étant là-bas, ça nous a mis dans une situation où les militants qui venaient de l'Europe, qui venaient des autres pays, qui venaient d'avoir leurs indépendances, qui soient des militants pour des certains droits,
congréguait à Paris comme milieu cosmopolite qui était un foyer d'idées, de militantisme et de recherche et d'éducation. Alors, c'était notre possibilité de communiquer directement avec les dirigeants qui passaient par Paris et nous avons formé un cercle qui s'appelait le Cercle d'appui au SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee. C'était un organisme aussi par le chant, par les prières, par les manifestations qui appuyait le mouvement des droits civiques. Quand on était à Paris, nous individuellement, nous avons été invités à prendre la parole devant des immenses auditoires pour expliquer quelle était notre compréhension et quel était notre vécu. On était accueillis. De là, je crois que j'ai encore compris plus, mais aussi j'ai acquis une certaine confiance et une possibilité de prendre la parole devant des personnes qui étaient intéressées. Je dirais que ce qui a marqué ce mouvement aussi, et je reviendrai à la fin, c'est qu'elle réunissait des personnes directement intéressées, les Afro-Américains, les Afro-Canadiens, les gens des Caraïbes, les gens du continent directement, mais également toutes les personnes de bonne foi. Donc, c'était des religieux, c'était des personnes intéressées par les droits constitutionnels, c'était des étudiants de la majorité, des étudiants blancs, qui faisaient partie d'une association pour la libre expression à ce moment, Free Speech Movement, qui venait de la Californie et qui rejoignait le mouvement des droits civiques. Il y avait aussi des étudiants qui savaient que la société devait évoluer et qui étaient prêts à se sacrifier. Et les sacrifices étaient énormes. Ce n'était pas seulement les sacrifices personnels, mais c'était aussi le sacrifice souvent de la carrière de la personne, parce que la personne était exposée à des arrestations arbitraires, à des détentions, au refus du cautionnement et parfois des mois, si pas des années, d'emprisonnement. Donc, ces étudiants noirs et blancs se rencontraient, étaient formés dans la philosophie de non-violence, qui n'était pas nécessairement un acquis à ce moment. Rappelez-vous que Gandhi venait de le mettre en pratique en Inde. Et ils ont appris à accepter les assauts, les injures, les crachats, les bastonnades sans réagir. Et leurs parents, comme mes parents et vos parents, j'imagine, essayaient de les décourager. Ils disaient, vous êtes au collège pour étudier. Étudie donc. Et pourtant, ils se rencontraient, ils se réunissaient tard la nuit, ils se formaient et ils prenaient les bus, ils s'asseyaient dans les comptoirs et ils défendaient les personnes. Ce que je faisais donc à Montréal était très peu par rapport à ce que j'avais vu comme sacrifice, non seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays. Et cela devait me rendre plus humble. L'avocat avec qui je travaillais avait représenté des réfugiés avant que les dispositions sur la protection des réfugiés avaient été incorporées dans la législation canadienne. Et donc, il y avait des réfugiés qui passaient des États-Unis, qui passaient par Montréal et qui allaient ailleurs. Il y avait des réfugiés qu'on assistait qui venaient de différents endroits qu'on essayait à passer à Saint-Pierre et Miquelon, puisqu'il y avait un accès là sans les mêmes restrictions de visa. Il y avait d'autres personnes qui allaient à Belize. Nous avons dû, non seulement, ce ne sont pas des secrets, parce que ça, je me parle d'il y a 40 ans, mais nous avons dû faire un réseau avec les avocats qui pratiquaient dans le même domaine et qui cherchaient des solutions, comme nous aussi, on cherchait des solutions et il y avait une solidarité. Je ne peux pas assez
insisté sur le fait que certains pouvaient se consacrer à ces dossiers alors que d'autres devaient travailler dans ce qu'on appelait des dossiers rémunérateurs, bread and butter, que ce soit en droit avec des syndicats parfois, que ce soit en droit familial parfois, mais on devait avoir une spécialisation, que ce soit parfois dans l'enseignement, pour pouvoir financer nos causes. Mais en même temps, ce que je disais, c'est que la rémunération est grande. La rémunération est peut-être morale, mais la rémunération, elle est profonde, elle est très satisfaisante, elle est encourageante. Je vous parle d'une époque, dans les années 1970, jusqu'à présent, il est difficile pour moi d'aller dans une conférence ou d'adresser la parole à une association sans que des personnes viennent me voir, maintenant avec leurs petits-enfants, pour me dire, Maître Westmoreland, ne vous rappelez-vous de moi, je suis une telle, vous m'avez accompagné ici, on avait vu telle agence, c'était désespéré. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter, mais ce n'est pas cet message que je veux vous donner. Ce que je veux vous donner comme message, c'est de persévérer dans la voie que vous empruntez avec les projets de pro bono, de vous former à cette question de partage et de voir aussi que cet accès à la justice devient un système qui sera universel, qui aura des volets multiples et qui permettrait à tout le monde de faire satisfaire leurs besoins juridiques. Une analogie qui m'a beaucoup marqué, c'est que si vous avez des besoins en santé, cela existe au Canada, on nous taxe d'être pinko, mais c'est une réalité. Si on a besoin d'une consultation, on peut aller au CLSC. Si on a besoin de tests, on peut aller encore aux cliniques, à l'hôpital. Si on a besoin d'une chirurgie, on va parfois faire la queue, mais on a la chirurgie, on a les médicaments. Et quand on est plus âgé, on a même des médicaments qui sont assumés, dont les frais sont assumés par l'État. Nous sommes pris en charge pour nos besoins de santé. Les besoins juridiques sont autant urgents, autant fondamentaux. Quand vous avez une mère avec des jeunes enfants qui travaillent à temps partiel et qui attendent de recevoir une pension alimentaire, vous n'allez pas me dire que cette personne peut attendre indéfiniment. Vous n'allez pas me dire aussi que cette personne n'a pas besoin d'assistance. Je sais qu'il y a des cliniques, je sais qu'il y a Éducolois que je félicite et qui a reçu un prix du barreau du Québec au mois de juin de cette année. Il y a des services, mais les services sont tellement parcellaires et parfois les personnes n'arrivent pas à les dénicher à temps. Et ce que nous apprenons, c'est que lorsqu'on ne prend pas en charge un problème à l'origine, le problème s'aggrave. Et d'autres problèmes en découlent. Des problèmes de logement, des problèmes de santé et de garde pour les enfants, des problèmes d'impôts, et ainsi de suite, ça se complexifie. L'accès à la justice a ses aspects procéduraux. Où aller, comment se faire aider. A aussi ces aspects, je dirais, plus substantifs, dans le sens que quand les personnes se présentent devant les tribunaux, devant les professionnels, il est nécessaire qu'il y ait une sensibilité à la réalité des personnes qui viennent pour les services. Cette sensibilité, parfois, est innée, mais souvent, cette sensibilité doit être acquise, doit être cultivée. Moi-même, étant commissaire d'abord à la Commission canadienne des droits, mais après, commissaire à l'équité en emploi pour l'Ontario,
je n'avais pas vraiment d'expérience par rapport à ceux qui avaient des habilités différentes, habilités autrement. Je l'ai appris, je ne veux pas dire sur le dos de ces plaignants, mais on avait beaucoup de lectures à faire, beaucoup d'experts à entendre, beaucoup de conseillers juridiques qui devaient venir non seulement nous informer, mais nous sensibiliser aussi. Et c'est un travail qui est nécessaire pour beaucoup de groupes. Le travail de sensibilisation, de l'information, de formation est essentiel pour qu'il y ait un véritable accès à la justice, mais aussi l'image de la justice doit être transformée. Pourquoi? Puisque ce sont maintenant la majorité des jeunes, des minorités ethniques, ethno-raciales, qui sont nés à Montréal, qui ont passé par les bancs de l'école française à cause de la loi 101, mais qui se voient toujours surenquêtés, qui se voient surreprésentés devant les tribunaux et qui forment un pourcentage disproportionné dans les centres de jeunesse et dans nos institutions carcérales. Ceci ne plaît à personne, mais on a beaucoup de difficultés à parler de cette chose, c'est-à-dire l'exclusion systémique pour les motifs de race, pour les motifs de pauvreté, et d'autres motifs comme orientation sexuelle parfois peut entrer en ligne de compte. Pour que les tribunaux puissent être perçus comme des sources de justice et comme des sources d'écoute, il est nécessaire qu'il y ait une plus grande diversité au niveau des juges, des procureurs, des permanents d'aide juridique, des fonctionnaires qui sont à l'accueil, des greffières qui donnent de l'assistance et qui sont obligés d'accueillir les avocats. À tous les niveaux, les huissiers, cette diversification commence, mais elle est très loin d'être achevée. Et ici, à Montréal surtout, vous pouvez examiner, on disait à un moment donné qu'on faisait un check-up from the neck up. A check-up from the neck up. What does that mean? On regardait, on faisait une évaluation visuelle assez rapide et on avait une image. Il y a aussi une enquête sur les corps étudiants en droit. Quelles sont les ressources? Quelles sont les sources maintenant des avocats? Qui sera amené ou appelé à faire un stage et évoluer dans les bureaux? Qui sera là pour donner les services? C'est des questions qu'il faut poser et le changement, je vous suggère, ne s'opère pas uniquement de soi-même ou automatiquement. Chaque fois qu'on attend, et souvent on nous demande d'attendre, on attend longtemps, puisque les changements ne s'opèrent pas automatiquement. C'est donc dire que pour qu'il y ait des changements, il faut des programmes. Je suis ici pour vous le dire, j'ai souvent milité dans ce sens. J'ai vu dans les propos de la Commission des droits de la personne du Québec qu'il recommande que les programmes qui devront être mis en place à la fonction publique du Québec soient surveillés par la Commission. Parce qu'actuellement, ils sont surveillés à l'interne par le Conseil du Trésor ou une autre instance, et le progrès est extrêmement lent. Donc, il faut des mesures, que ce soit par les programmes d'accès à l'égalité, que ce soit par la formation de ceux et celles qui font le recrutement, que ce soit par des programmes d'obligation contractuelle, autrement dit, ceux qui font affaire avec le gouvernement ou certaines agences doivent aussi avoir à l'intérieur de leur personnel une certaine diversité. Ça se fait maintenant de plus en plus aux États-Unis sans que ce soit un succès galopant, mais il y a une retombée au Canada parce qu'il y a des firmes qui ont des contrats américains qui doivent faire du reporting sur le cut-off in their contracts et donc qui doivent faire état de ceux et celles
qui appartient à ces groupes qui sont moins représentés. L'Institut national de la magistrature, l'Association canadienne des juges de cour provinciale, les cliniques pour les tribunaux ont tous adopté des programmes de formation sur le contexte social. Le contexte social s'adresse à comment les personnes au sein du système juridique appréhendent la réalité. Nous savons tous que nous portons des lunettes. L'information qui nous vient est filtrée. Vous étudiez cela dans vos cours. Vous avez le litigant de la défense et de la poursuite ou demanderesse, défenderesse, et vous voyez que leur perception de la réalité peut vraiment différer, et il est donc essentiel qu'il y ait cette formation au contexte social. Vous pouvez regarder l'édition RDS d'une de mes collègues de Nouvelle-Écosse, Corinne Sparks, et vous verrez de quoi il s'agit, comment la Cour suprême a été divisée, mais la Cour suprême a reconnu qu'il y a une telle chose que le vécu et l'expérience. La seule exigence, c'est que le juge, tout en tenant compte de ses perceptions, fonde sa décision sur la preuve qui est devant il ou devant elle. Donc pour moi, accès à la justice est multiple et complexe. Je n'ai fait que voler de façon assez superficielle sur certains des enjeux. Je termine en étant optimiste. On m'a bien expliqué, j'ai appris de M. Mergler et d'autres, je ne vous ai pas parlé de mes professeurs de musique et autres, mais j'ai appris que le surréaliste, c'est l'optimiste. Nous avons le choix de s'insérer dans un mouvement historique, d'évoluer avec l'histoire. Nous ne devons pas être des frères. L'image que je fais parfois, c'est l'image de l'horloge. Vous voyez des gens qui sont en train de s'agripper au bras de l'horloge. Il ne faut pas que ça s'avance. C'est à peu près ça. Ben, il faut lâcher, il faut respirer, il faut être courageux, il faut être branché, encadré, réfléchir et aller de l'avant avec ceux qui partagent vos objectifs. J'ai vu, à part ce que vous faites ici et dans les autres universités, qu'il y a un sondage au niveau des bureaux d'avocats, et ce sondage sera volontaire. Le sondage serait pour voir quelle est la représentativité et la diversité maintenant dans ces bureaux d'un bout du Canada à l'autre. Ces données vont nous aider à voir quelle sera la relève et comment former cette relève, soit au niveau de la formation, soit au niveau de l'inclusion. Je voulais aussi vous parler du fait que maintenant à Montréal, ce changement de culture s'opère aussi, et j'ai noté dernièrement un nouveau subvention qui sera donnée à des organismes qui font le cinéma, et ces organismes vont avoir une subvention pour créer des films dans l'espace d'une année. Alors ce sera assez concentré, mais l'objectif, c'est de pouvoir véhiculer, projeter aux écrans pour toute la société la réalité et le vécu de toutes ces populations, et nécessairement les populations ayant de grands besoins juridiques, faute d'information ou faute de confiance. Je vais arrêter là. Je suis venu pour vous encourager, comme vous voyez. J'ai plein d'exemples de choses positives qui se font, et je pense que c'est à vous aussi de faire avancer cet accès à la justice qui, je sais, fait cruellement défaut. Moi, comme juge en cour criminelle, j'ai vécu cette transformation de voir maintenant autant de gens qui viennent sans avocat.
Et Dieu sait que c'est compliqué parce que le juge doit toujours demeurer impartial. Le juge doit néanmoins assister la personne, souvent l'accusé, qui n'a pas d'avocat, qui n'a pas de formation, qui ne sait pas comment mener un contre-interrogatoire, qui n'amène pas véritablement les défenses. Alors, rendu le matin du procès, on essaie de faire un mini-cours de droit et la personne essayant d'assimiler n'arrive pas très loin parce que le droit, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les 10 minutes au début d'un procès, bien que les cours d'appel imposent au juge le devoir d'aider, d'assister les personnes non représentées. Vous trouverez les moyens. Vous avez la chance d'être interpellé. Moi, je dis, j'ai eu la chance d'être payé pour faire le travail que j'aimais faire, ce qui aussi me permettait de faire le travail, ce qu'on appelait bénévole. Mais je vous encourage et je vous souhaite aussi immédiatement courage pour cette nouvelle année dans les choix et dans les cours que vous allez suivre. Je suis content que j'ai mentionné le mot courage parce que le courage ne peut jamais être sous-estimé. C'est peut-être avec la vision et le devoir de sacrifice, c'est le courage qui va vous amener le plus loin. Merci.